Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 3. Comme d'habitude, grand bonjour évidemment à la régie avec nous ce soir, grand bonjour aux modérateurs connectés ce soir et tous les métanautes pour une soirée très particulière mais qui va, je pense, vous plaire avec Philippe Pasco. Bonsoir. Bonsoir. Donc, écoute Philippe, tu es l'auteur donc déjà de plusieurs ouvrages, mais ton dernier ouvrage qui fait beaucoup parler, donc c'est Pilleurs d'État. Eh oui. Donc Pilleurs d'État, un livre qui nous fait, j'ai envie de dire, pénétrer en tout cas de façon intime dans l'univers des élus et du monde aussi de l'argent et de la politique, quelque chose qui est très tabou, c'est-à-dire les avantages, le fonctionnement, on va dire un peu même les privilèges. Le mot n'est même pas exagéré. Je crois qu'il est même. C'est pas un peu. Ouais, c'est pas un peu. Voilà. Peut-être même un doux euphémisme privilège à ce stade-là. On va le voir dans certaines choses. En tout cas, tu nous fais rentrer donc dans ce monde des élus, et là on découvre. Incroyable. On signe où? Moi, je veux être élu. C'est le paradis. C'est clair, je le disais dans une autre émission, que beaucoup de gens, et dans le monde entier, aimeraient bien avoir le même système politique français, surtout au niveau des avantages et des privilèges qu'ont les élus en France. Et c'est un vrai bonheur pour eux, et malheureusement, c'est le peuple qui paye. Je dis toujours d'entrée dans les choses que je fais que c'est pas tous les élus. C'est-à-dire que ça, c'est les élus qui sont vraiment en haut de la pyramide. Et plus on monte dans la pyramide, plus malheureusement les élus s'en mettent plein les poches. Parce que là, on est un peu stupéfait de voir ce statut des élus. Alors, tu sais bien, parce que tu nous expliques un peu aussi la genèse, comment tout ça est arrivé. Alors, c'est pour ça que c'est un peu important, parce qu'on refait un peu d'histoire. Déjà, pourquoi ces élus touchent des indemnités et non pas des salaires? Parce que ça, c'est très, très important. Parce que dans la Constitution, il est inscrit, et ils ont voulu inscrire, que les élus devaient être bénévoles. Donc, comme ils devaient être bénévoles, et sur le fond, en 1789, c'était quelque chose d'intéressant, puisque c'était pour se dévouer pour les populations. Donc il était évident qu'au départ, ça devait être bénévole. Mais ils se sont rendus compte très vite que les gens qui étaient en province, par exemple, et qui étaient des petits fermiers ou des petits élus, etc., ne pouvaient pas venir rapatrier à la constituante, etc., payer les frais d'hôtel, préfet, etc. Donc ils ont commencé tout de suite à dire, attends, comment on peut faire? On va leur donner, je ne mets pas les mots de l'époque, une indemnité. Donc ils ont commencé à donner des indemnités. Et on s'est aperçu en 1789, en fouillant dans les archives, que même à cette époque-là, comme ils ne se sentaient pas très à l'aise avec ça, ils ont refusé de l'inscrire dans les comptes rendus de réunion. Donc c'est des indemnités qui commençaient à être versées en douce. Donc déjà en 1789, les élus n'étaient pas très très clairs avec l'argent qu'ils encaissaient. Et voilà, et en plus là on est à la genèse, donc au début. Donc ça correspondait, je crois que tu disais à 10 livres, quelque chose, j'avais noté quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, tu donnes, c'est une petite indemnité. Non, à l'époque c'était déjà pas mal. Ah, c'était déjà pas mal pour l'époque. Non, pour l'époque c'était, je n'ai pas les chiffres, j'ai pas la conversion exacte, mais c'était quelque chose comme de l'ordre du cadre supérieur plus, quoi. Donc, d'accord, déjà. Ah oui, d'accord. Oui. Bah oui, il fallait payer l'hôtel, il fallait payer la bouffe. C'était quand même des gens qui étaient élus, qui sont au-dessus du peuple d'un seul coup. On ne pouvait pas être traités comme les autres. Donc ils n'allaient pas dans les staminets du coin là-bas, ils allaient dans le restaurant 2 étoiles de l'époque. Et le restaurant 2 étoiles de l'époque, ça coûtait un petit peu plus cher. Donc leurs indemnités étaient déjà pas mal élevées. Alors, moi j'ai relevé tout un tas de choses. Alors, déjà, ce qui m'a choqué, c'est de savoir que nos élus ne font l'objet quasiment d'aucun contrôle. Ah oui, ça c'est un gros problème que je rencontre, c'est que les contrôles... Ils n'aiment pas les contrôles. Non, les contrôles c'est pour le peuple. Ah oui, alors oui, voilà. Parce que nous, les contrôles, par contre, on a obligation de s'y soumettre, on n'a pas le choix. Le chef d'entreprise, le salarié, la profession libérale, etc. On a tous des contrôles. Mais les élus, eux, non. On ne les contrôle pas. Non, ils ne contrôlent pas leur compte en banque, on ne contrôle pas leurs indemnités, on ne contrôle pas ce qu'ils dépensent, et en plus, c'est eux qui votent les lois. Donc ils ne vont pas se voter des lois contre eux, donc ils votent des lois contre nous. Ouais, parce que alors, il y a la fameuse, alors cette indemnité, on en parlait souvent, c'est l'IRFM. Oui, l'indemnité représentative de frais de mandat. Voilà, en plus, cette indemnité, alors... 5 700 euros 5 700 euros par tête de pipe pour les députés, et 6 200 euros pour les sénateurs. Voilà. Et donc cet argent-là, on le donne sans contrepartie. Argent de poste, au black,
Ils en font ce qu'ils veulent. Ils en font ce qu'ils veulent. Et on leur demande rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de... Aucun justificatif. Parce que normalement, dans une entreprise, puisque c'est censé être des frais, on demande au moins de ramener des factures, Voilà. Et non, c'est... Non seulement dans une entreprise, on demande de ramener des factures, mais souvent, on avance l'argent. Oui. Et on te rembourse après. Ou on te donne une somme définie dont tu dois justifier la totalité de la somme dépensée. En France, c'est pas du tout ça. On donne de l'argent aux élus et ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ils ont rien... Alors, ce que j'ai appris aussi dans ton livre, je suis tombé stupéfait. Donc les élus peuvent acheter du patrimoine immobilier. Ah mais il y a plein d'élus qui ont fait. On a les preuves sur environ, entre 160 et 200 élus, 200 députés. 200 députés. Donc les députés achètent du patrimoine immobilier. Certains le déclarent en tant que permanence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis un élu politique, j'ai besoin d'une permanence. Je prends un petit pavillon dans ma circonscription. Je fais un emprunt que je fais à l'Assemblée nationale, à un taux imbattable, et je rembourse cet emprunt avec les RFM. Ce que les gens font la plupart du temps, c'est qu'ils mettent donc l'emprunt et machin à leur nom. Mais c'est scandaleux, ça veut dire clairement, ce sont des gens qui achètent des biens privés, puisque c'est pour leur usage, avec de l'argent public. Et là, on n'a pas défini de limite, parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. Alors je reconnais que depuis qu'on a commencé un petit peu à quelques-uns à découvrir le poteau rose, ils ont fait d'énormes progrès à l'Assemblée nationale. Le questeur, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat ont décidé de comment on pourrait dire, moraliser ce genre de méthode. Maintenant, les députés signent un papier comme quoi ils ne le feront pas. C'est toujours des solutions, c'est ça que tu nous dis souvent dans le livre. Chaque fois, il y a un peu, quand le scandale déborde, on trouve comme ça en catimini une mesure, mais une fausse bonne mesure. Et à partir du moment où ils ont signé ce papier, on les croit. Ouais. Parce qu'il y a... Alors, c'est ça que j'ai trouvé fabuleux, on apprend plein de choses. Par exemple, on apprend souvent, on nous explique que les membres du gouvernement feraient l'objet d'un contrôle fiscal, en tout cas qu'on connaîtrait leur situation fiscale, etc. Ça vient de sortir, ça. Ça vient de sortir. Mais c'est une aberration et ça ne peut pas tenir la route. Voilà, mais tu nous expliques que finalement tout ça... C'est du pipeau. C'est du pipeau. Je vais en 2 mots t'expliquer pourquoi. Tout ça, c'est des manipulations populaires pour rassurer les populations. Mais même si on réfléchit tant soit peu, c'est impossible à remettre en place. Dans le cadre de nomination de ministres, déjà, au démarrage, il faut savoir qu'il y a 15 ou 20 personnes dans les starting blocks. C'est-à-dire que chacun veut placer son candidat, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le président, ils ont chacun leur candidat. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les contrôleurs fiscaux doivent, dans les 48 heures, parce que des fois ça se passe en 48 heures, faire le contrôle fiscal de 40 à 50 personnes. C'est impossible de faire. Mais de façon mais rationnelle, c'est impossible à faire. Donc tout ça, c'est du baratin pour rassurer les populations. Il est impossible aujourd'hui de faire un contrôle fiscal sur quelqu'un qui va devenir ministre. Impossible. Ils ont annoncé, ils ont dit qu'ils allaient le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. Et en plus de ça, petit détail anodin, on manque cruellement de contrôleurs en France. Ils ont déjà pas assez de contrôleurs, et je le mets dans mon 3e livre là, qui va sortir, ils ont déjà pas assez de contrôleurs pour contrôler les entreprises. Il va y avoir là, depuis 2014, il y a plus de 15% des contrôleurs de fraude fiscale, etc., qui vont disparaître du paysage. Ils vont être un petit peu moins de 2000, pour 2500, il n'y a encore pas longtemps. Donc, de ce bien, ils n'ont pas assez de monde. Donc, vous voyez bien que ce genre de soi-disant annonce, etc., n'est fait que pour des effets de paillettes pour assurer. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que demain, on peut t'appeler pour que tu deviennes ministre. Ah bah je veux bien, j'ai vu les avantages. Non mais, en 5 minutes, tu reçois un coup de fil, bonjour, j'ai pensé à toi pour être ministre. T'es d'accord? Oui ou non? Le jour d'après, t'es ministre. On veut me faire croire qu'en 24 heures, les contrôleurs, ils auront le temps de vérifier le patrimoine, le machin, ce qu'a fait sa femme, etc. C'est pas vrai, tout ça, c'est des mensonges.
Donc ça, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'écran de fumée, parce qu'on nous fait croire qu'il y aura des contrôles, mais en fait, il n'y a pas de contrôle, alors qu'en vérité, il n'y a vraiment aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Il y a des déclarations d'intention. Des déclarations d'intention. Voilà, et puis ça va très loin, parce que finalement, alors... avant qu'on rentre dans les divers avantages, parce qu'il y en a vraiment, j'en ai listé plein, mais aussi ce qui m'a étonné, alors c'est que déjà il y a certaines statistiques, peut-être qu'on ne connaît pas assez, la plupart de nos députés sont des fonctionnaires. Alors, il y en a un paquet qui sont fonctionnaires. Ouais, tu en as répertorié 55%, tu dis. Ouais, à peu près. À peu près. C'est quand même un chiffre considérable, parce que c'est pas représentatif du... Ah, pas du tout. Aujourd'hui, il y a 1%, même plus 1% des députés qui sont des ex-ouvriers. Donc, aujourd'hui, les parlementaires, entre guillemets, alors encore une fois, je monte... je parle pas du petit conseiller municipal, je parle pas non plus du petit maire de la petite commune. Les parlementaires, les 577 députés, les 348 sénateurs, sont des gens qui sont complètement hors sol. Je prends le cas de Manu. Bonjour Manu, je te salue si tu nous écoutes. Manu, oui. Manu, il n'a jamais travaillé. Il a toujours été embauché. Il a toujours dans la politique, assistant, mouvement rocardien, voilà, maire adjoint de Argenteuil, etc. Il n'a jamais bossé, ce mec. Donc de toute manière, il ne peut pas savoir ce que c'est que travailler. Il ne peut pas savoir ce que c'est que le peuple. Et la plupart des députés aujourd'hui sont des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est devenu un métier, c'est devenu une carrière de faire de la politique. Donc ces gens-là, comment peuvent-ils être au courant? Il y a des élus que je connais, ils n'ont jamais fait la vaisselle. Ils n'ont jamais mangé chez eux. Depuis l'âge de 18 ans, ils mangent au restaurant. Quand tu as pris l'habitude de manger au restaurant depuis l'âge de 18 ans, comment tu veux comprendre les problèmes de la femme de ménage? Comment tu veux comprendre les problèmes de celui qui a travaillé, qui rentre le soir et qui a encore à faire à manger à la maison? Ils ne peuvent pas comprendre. Donc ces cons-là, quand ils pondent des lois à la con parce qu'ils ne sont même pas en phase avec le peuple. C'est pour ça qu'ils sont en décalage total, qu'il y a cette... Des fois, on a l'impression de voir deux mondes, presque. Mais ils s'en rendent même pas compte maintenant. Je m'aperçois de plus en plus qu'ils ne se rendent même pas compte. Je sors souvent cette loi qu'ils ont voulu passer, cet amendement qu'ils ont voulu passer sur l'allocation qu'on donne aux handicapés. Oui. Donc les handicapés, ils touchent une allocation mensuelle, etc. J'ai plus, moi je crois que ça doit être 700 € par mois. Déjà, et qu'on m'explique, quand on est handicapé en fauteuil roulant, comment on peut vivre décemment avec 700 €. Ces gens-là intelligents, hein, ils voulaient pondre une loi en disant qu'on allait aller voir si les handicapés ont mis de l'argent sur un compte d'épargne. Tu me suis? Et s'ils ont mis de l'argent sur un compte d'épargne, on allait retirer les intérêts de ce qu'ils avaient sur leur allocation d'handicapé. Donc le pauvre mec qui est déjà en fauteuil roulant, qui a déjà quand même pas mal de problèmes, qui touche que 700 € par mois, et qui fait des sacrifices pour pouvoir mettre 15, 20, 30 € sur son compte épargne parce qu'il a un gamin qui veut pouvoir ne pas avoir honte et lui payer un petit cadeau, ils allaient passer une loi pour aller voir ce qu'il avait sur son compte d'épargne pour pouvoir lui retirer ça sur la location. Et à un moment, il faut arrêter. Où ils sont ces gens-là? Comment ils peuvent imaginer ce genre de loi? Comment ils peuvent imaginer que ça va changer? Par contre, eux, qui détournent pour certains des millions d'euros, et je pèse mes mots, des millions d'euros, c'est marrant, il n'y a jamais de contrôle pour eux. Jamais ils font une loi en disant on va aller voir sur votre compte en banque et si vous avez 4 millions d'euros sur votre compte en banque, on va vous diminuer ça sur vos indemnités de parlementaires. Pourquoi ils ne prennent pas ce genre de loi? Pourquoi comment elle s'appelle? Rachida Dati qui a touché 400 000 € comme frais d'honoraires en tant qu'avocate. Ah oui, on parlait de ça. Pourquoi on ne retire pas, qu'on ne va pas jeter un œil sur ses comptes en banque pour retirer ça sur son salaire de député européen ou de maire du 7e arrondissement? Pourquoi ces gens-là votent des lois pour aller taper sur les petits? Il faut qu'ils arrêtent. Ah oui, parce que eux, la liste des avantages est impressionnante, parce que Rachida Dati, donc voilà, un bon exemple, elle est députée européenne, maire du 7e, et toi tu as répertorié qu'elle se faisait... Alors que tous ces frais sont pris en compte normalement par l'Union européenne, frais de déplacement, même... Pas tout, mais une grande partie. Une grande partie. Elle arrive quand même à se faire rembourser plus de 10 000 € de frais de téléphone. Elle est très forte, elle devait avoir au moins 4 ou 5 téléphones payés par la collectivité, entre autres. Alors que ça ne lui suffisait pas, les téléphones déjà payés par la mairie, par l'Union européenne. Mais c'est ce que je dis en plus, c'est que, vu le nombre de téléphones qu'elle a, vu le montant des factures qu'elle a eues, je me demande quand est-ce qu'elle arrivait à bosser, cette femme. Ah oui. Puisque apparemment, si je fais le décompte, elle passait sa vie au téléphone.
Donc si elle passe sa vie au téléphone, qu'elle fait quoi pendant ses mandats? Ouais, ça se demandait. Mais c'est un truc tellement simple. Alors il y a aussi, parce que voilà, dans ce monde des élus, on va dire, il y en a qui sont, alors on va dire le top du top, c'est les anciens présidents de la République. Ouais, je tape pas trop dessus, moi ça. Je l'ai mis, j'ai fait un petit chapitre là-dessus. Ah bah très Chirac, Giscard, il coûte 2,5 millions par an. Ouais, 2,5 millions par an, mais qu'est-ce qui justifie qu'on va un ancien président? Honnêtement, il n'y a rien qui justifie. Mais c'est pas, je tape pas là-dessus, moi c'est pas le plus important. Alors c'est vrai que Giscard il abuse un petit peu le pépère et qu'il il a fait un scandale il y a quelques années parce qu'il avait que 13 personnes à son service, qu'il en exigeait une 14e, il a été faire à tout un sou, qu'on lui a filé son 14e serviteur. Il y a des abus, on est d'accord. Mais moi je me focalise pas là-dessus parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je l'ai mis parce qu'il faut le mettre, mais c'est pas le plus important. Bah non, parce que alors on a vu donc les élus absous sur le côté fiscal, la possibilité de pouvoir donc emprunter de l'argent à bateau à l'Assemblée nationale, utiliser cet argent pour acheter tout ça. Ouais. Et tout ça, il y a déjà eu des progrès. Et tout ça, il y a déjà eu des progrès. Parce qu'on peut encore, mais avant c'était pire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on découvre, et c'est pour ça que je prêche pour une transparence, au fur et à mesure qu'on découvre tous ces gabegies, tous ces abus, tous ces privilèges qu'ils avaient bien planqués sous le tapis, ils sont quand même un petit peu obligés de rectifier. Donc avant, ils pouvaient emprunter du pognon sans taux d'intérêt, et ça s'appelait des prêts d'honneur. C'est-à-dire que les mecs, ils disaient, bon, tu peux me faire un prêt? Ouais, allez, je te fais un prêt. Tu me fais un petit papier, un prêt d'honneur pour me rembourser? Ouais, je te fais un petit papier comme quoi je vais te rembourser. 0 intérêt. La plupart des mecs ne remboursaient pas. Et en plus, ils ne remboursent pas, il n'y a pas de... Ah non, mais non, c'est un prêt d'honneur. Donc entre eux, ils disaient, bah, t'as pas eu d'honneur, tu m'as pas remboursé. Mais... Alors maintenant, il y a un petit taux d'intérêt, c'est un peu plus serré. Et c'est encore un bonheur. La plupart des mecs, ils font un prêt tout de suite. Ah bah... C'est moins qu'à la banque. C'est moins... Oui, des prêts à 2%. Ah mais c'est moins qu'à la banque. Donc moi, je leur conseille, ce qu'il faut, ces mecs, c'est... Vous prenez au taux d'intérêt, puis vous replacez le pognon à 4%, c'est encore meilleur. Voilà. Moi, franchement, je prends l'argent, je le replace. Et c'est ce qu'ils font tous. Ouais, c'est incroyable, incroyable. Alors, il y a aussi un aspect qui est, alors celui-là, le plus presque choquant, évidemment, c'est la fameuse Cour de justice de la République. Ouais, c'est une honte, ça. C'est-à-dire qu'en fait, les élus, quelque chose qui n'est pas très clair, parce que il y a quelque chose, c'est pour ça que c'est bien il faut vraiment le clarifier ce soir, parce que souvent, dans les affaires politiques, on voit les responsables s'en sortir. C'est-à-dire que quasiment, je veux dire, les condamnations sont plutôt rares. Il y en a, mais c'est vrai que c'est rare. Elles sont plutôt rares. Mais souvent, ce que je pense que ce que le Kidam ne comprend pas, c'est que c'est pas une juridiction, en fait, normale. Alors, pas pour tous les élus. Pas pour tous les élus, ça, évidemment. c'est pour les ministres, les secrétaires d'État, la Cour de justice, ça sert à ça. Mais... Ouais, je veux bien qu'on en parle, mais c'est tellement ridicule ce truc. Alors ça, la Cour de justice, c'est un tribunal qui est fait pour juger les ministres, les présidents, les ex-présidents, les secrétaires d'État et des gens qui ont eu un poste relativement important dans les gouvernements, qui estiment qu'on ne peut pas juger ces gens-là comme le commun des mortels, donc il faut les juger dans une cour spéciale. D'abord, c'est une cour qui ne se réunit pas souvent, et la particularité, c'est que cette cour, dans l'an, il y a des élus. Donc en gros, c'est leurs potes qui connaissent depuis 20 ans qui doivent les juger. Résultat, sur quasiment tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est passé devant la Cour de justice, une fois qu'elle a dit que vous étiez innocent, que vous étiez à moitié coupable, que vous n'aviez pas fait grand-chose, on ne peut même plus repasser au pénal. Les mecs, ils sont absous. C'est ce qui s'est passé à l'heure actuelle, il n'y a pas longtemps, avec Woerth, sur l'affaire de Chantilly, etc. Ah oui, l'hippodrome. L'hippodrome, où quelque part, quand même, on avait quand même un paquet de preuves, un paquet de dossiers, un paquet de papiers pour bien faire voir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair entre le prix de vente, le prix d'achat, qu'il y avait quand même des distorsions énormes et qui auraient valu à lambda une mise en examen immédiate en disant « Attends, popote, il faut que tu justifies ». La Cour de justice a dit « Non, il n'a rien fait, il a fait normal, il est absous, ce mec ». Et donc, du coup, ça ira pas plus loin après. Ah non, ça ira pas plus loin. Il n'y aura pas d'autres procédures. Non, tous les mecs qui ont bossé comme des malades pour prouver qu'il y avait un travers dans la façon dont tu as géré cette affaire d'hippodrome ou je ne sais plus quoi, là, ils l'ont dans l'os. Tous les présidents de la République disent qu'ils vont, quand ils sont dans l'opposition ou quand ils vont se présenter, qu'ils vont la supprimer. Que ce truc-là est vraiment une honte. Et il n'y en a aucun qui l'a fait. Ben non, dès qu'ils y sont, je ne sais pas pourquoi, ils changent d'avis.
Ils se disent peut-être comment je vais y passer un jour, donc il vaut mieux que je les garde, on sait jamais. Et donc, c'est vraiment une aberration qui ne sert à rien, qui est obsolète, surannée, avec des gens qui se tiennent la main. Et comment vous voulez que ces gens se jugent? Ils bouffent ensemble, ils se connaissent depuis 20 ans, ils dorment ensemble, ils ont échangé leurs femmes. Et puis c'est moi qui dois te juger. La plupart du temps, ça passe pas, quoi. Oui, parce que du point de vue déontologique, en plus, c'est pas terrible, quoi. Ah non, mais vraiment... c'est... Toute autre personne qui essaierait de faire ça en dehors des élus, ils seraient les premiers à les montrer du doigt. Mais pas pour eux. Oui, parce que, alors, donc voilà, ils sont un peu, c'est le cas de le dire, au-dessus des lois. Alors, ils diront que c'est peut-être eux qui font la loi, mais visiblement aussi, alors à chaque fois qu'il y a une tentative de la part de certains, parce que comme tu l'as précisé en début d'émission, tout le monde n'est pas pourri, donc il y en a qui ont conscience aussi de ce qui est en train de se passer. Non, je le précise bien à chaque fois, et je le préciserai régulièrement, c'est vraiment une minorité grandissante d'élus qui sont pourris. D'accord. Et donc, parmi ces gens... Mais les autres ne disent rien. Les autres disent rien. Là, ils couvrent un peu le système. On ferme les yeux aussi, parce qu'un élu pourri, il n'est pas tout seul. Moi, j'ai été élu, je sais ce que c'est. Quand vous êtes dans un conseil municipal, il y a un vote de l'ensemble du conseil municipal. Malheureusement, il y a beaucoup d'élus qui ne posent pas de questions, qui votent en fermant les yeux, parce que c'est le chef, parce que c'est le leader, parce qu'on le respecte, soi-disant. Il dit quelque chose, c'est bien, et puis il nous donne des petites miettes. Donc on prend les petites miettes et on ferme notre gueule. Excusez-moi, je suis désolé. Bon, ben voilà, on sait comment ça se passe, qu'il faut préciser que toi, tu as été pendant 9 ans à la mairie. J'étais 9 ans maire adjoint de Vals. Maire adjoint de Vals. J'étais 6 ans conseiller régional, j'étais président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France, voilà. Poste, d'ailleurs, comme tu dis dans le livre, qui t'a valu que tout le monde... ah oui, tout le monde d'un seul coup me trouvait génial. Te trouvait super, voilà. Donc, alors, ces élus, alors c'est quand même assez incroyable. Donc, quand ils se protègent aussi beaucoup entre eux, c'est-à-dire que quand je dis protéger entre eux, chaque fois qu'il y a une tentative de modification, on va dire, du règlement qui irait en défaveur d'un certain système, à ce moment-là, tout le monde fait bloc. Tu donnes plein d'exemples, tu dis, voilà, il y a eu voilà, des gens, j'avais noté, par exemple, Lionel Lucas, qui avait proposé de réduire un peu les indemnités. Finalement, c'était pas grand-chose en plus, c'était 10% de réduire un peu les indemnités en disant, nous aussi, on va participer à l'effort de guerre. C'est ça, on va montrer l'exemple. On va montrer l'exemple. On va dire qu'on est près du peuple, et demander, alors c'était pas grand-chose, parce qu'en plus, c'était sur l'indemnité de base, donc 5 000 €, ça leur faisait 500 €. 500 € au moins, voilà, par député. Et visiblement, ils ont fait bloc. Ils ont dit, complètement, il y a eu ceux qui ont voté pour, de mémoire, parce que toi, tu as bien lu le livre, et moi, je l'ai écrit. Je me souviens pas de tout, je crois qu'il y a eu 2 personnes. Ouais, c'est ça. 2 votes pour. 2 votes pour, et tout le reste... Tout le reste a voté contre. Voilà. Visiblement, ils sont tous... ils font bloc. À chaque fois qu'il y a eu donc des petites avancées... Tout le monde est là, on voit la fameuse union sacrée, hein, gauche-droite, alors là elle fonctionne, on va dire à plein là. Hein, gauche, droite, les extrêmes, tout, là ils ont tous voté contre. Il n'y en a que 2 qui ont voté pour réduire leurs indemnités de 10%. Ouais. Alors il y a souvent, alors aussi, bien sûr parmi les parlementaires, évidemment les députés, mais il y a aussi les sénateurs, et ceux-là on les connaît un peu moins bien, si j'ose dire. Ils sont plus vieux. Hein. Ils sont plus vieux souvent, et pourtant leurs émoluments, par contre, sont un peu plus élevés encore, voilà. Donc ils ont des avantages incroyables, ces sénateurs. Ouais. Donc ils ont une... Souvent c'est ce qui termine la carrière d'un élu. Donc ça prépare sa retraite, il faut que ça soit douillet, il faut que la bouffe soit meilleure, il faut que les sièges soient plus douillets, il faut que les avantages soient plus importants, voilà, donc les sénateurs sont bien lotis. D'accord. Donc quand on est sénateur, parce que tout ça, alors ça aussi, c'est un aspect fiscal qui est très peu connu, on va parler du cumul, parce que c'est quelque chose que, évidemment, du point de vue, je me place moi dans la peau du citoyen qui il regarde son poste et dit, bon, il cumule parce qu'il veut plus de pouvoir. Mais finalement, c'est pas que ça. C'est que le cumul, c'est surtout que ça cumule les avantages et ça cumule... parce que par exemple, chose incroyable, tu expliques que, par exemple, les salaires, on calcule les indemnités. Il va dire tout le livre, vous n'allez plus l'acheter après. Hein. Non, oui, il faut pas que je dise... Non, mais quand même, ça m'a fait halluciner que les salaires se prennent un par un. Ouais. On ne prend pas un salaire en mois, on ne dit pas, vous avez gagné tant, on dit, ah non, ben là, tu as gagné tant sur ça, donc tu vas payer tant. C'est pour ça que les élus payent 2 fois moins d'impôts que les salariés. Que les salariés normaux. Parce que quand tu es salarié, si j'ai plus de salaire, moi j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, donc des fois j'ai eu 2-3 travail en même temps, j'additionnais mes salaires, et c'est sur l'addition de mes salaires que je payais des tranches d'impôts. Donc plus je gagnais, plus ma tranche augmente. D'accord ? Les élus, c'est pas ça.
Les élus, ça paye sur chaque indemnité. Donc s'ils ont une petite indemnité, une moyenne indemnité, ils payent sur une petite tranche. Et ça ne s'additionne pas. Donc quand tu fais le cumul de tous leurs indemnités, entre guillemets, ils payent 2 fois moins d'impôts. Ils payent 2 fois moins d'impôts. C'est-à-dire il va cumuler, je sais pas, 100 000 euros, mais il va même pas payer 10 000 euros. Je donne un exemple. Moi, si je gagne 20 000 euros et que je paye 10 000 euros d'impôts, eux, s'ils gagnent 20 000 euros, ils payent que 5 000 euros d'impôts. 5 000 euros d'impôts. Voilà. C'est un bonheur. Devenez élu. Ah bah, franchement, d'ailleurs, les élus... Alors, il y a une bataille. Comment ça se joue la bataille aussi au sein des partis? Parce que j'imagine que quand on rentre dans la machine, tout le monde connaît un peu le système. Et comment... Quoi, les gens sont prêts à tout. C'est ça? C'est Daesh. C'est Daesh. Ah, on coupe les têtes. On coupe les têtes de tous les potes pour être le premier. C'est Daesh ou les grosses chaussures en plomb pour écraser les pieds et la tête. D'accord. Voilà, c'est une guerre fratricide où chacun se regarde et c'est un élu aujourd'hui, il faut plus se méfier de ses amis que de ses ennemis. Oui, c'est-à-dire qu'il faut plus avoir peur de son propre camp que du camp d'en face. Quoi, regardez Hollande en ce moment. Ah, ouais. Tous ses ennemis sont autour de lui. Ouais. Alors, parce que c'est ça que tu décris aussi, en plus, justement, tu dis souvent les gens rentrent en politique avec plein de bonnes intentions, plein de... presque d'innocence, j'ai envie de dire, en tout cas, voilà, de changer les choses. Moi, j'en ai vu plein comme ça, j'ai vu plein d'élus, mais plein d'allants, plein de machins, plein de peps, etc. Et puis au fur et à mesure qu'ils montaient dans la hiérarchie sociale de la politique, et ben, ils devenaient pourris. J'ai vu Manu, le petit Manu, qui était un Catalan sympathique, joueur au démarrage, quand je l'ai connu en l'année 2000. Puis au fur et à mesure qu'il est monté dans la hiérarchie, c'est devenu un calculateur hypocondriaque. Et après... Quand je dis hypocondriaque, c'est qu'il te serre la main que pendant les élections. Oui, c'est ça. Ouais. Le reste du temps, il ne va pas se salir. Et après, il ne connaît plus personne, c'est ça? Et après, ils ne peuvent plus connaître personne de toute manière, parce qu'il y a une espèce de cour qui se met autour de ces gens-là, il y a une espèce de rempart de sécurité, soi-disant, qui sont là pour les conseiller, etc., mais qui les coupent du peuple. Donc, en fin de compte, ils sont complètement isolés dans leur tour. Moi, je dis souvent, je ne veux pas être à la place de Manuel. Parce que Manuel, maintenant, aujourd'hui, son système, c'est qu'il préfère être craint. Moi, je préfère être aimé. C'est une autre façon de faire de la politique. Et ces gens-là se retrouvent complètement isolés. Et en fin de compte, ils ne voient plus le peuple par rapport au-dessus de la tête de tous les courtisans qui les entourent. Et ça, c'est un piège. Mais c'est pas seulement réservé à la politique. Dans le milieu du showbiz que j'ai connu aussi, c'est pareil. Bien sûr, ouais. Quand on passe ton temps à dire « Mais ce que tu as dit, c'est génial, putain, mais qu'est-ce que c'est bien !» Alors que tu as dit n'importe quelle connerie. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu y crois. Je vais vous donner un petit truc là pour les auditeurs. Vous savez comment on appelle une nana qui couche pas dans le showbiz? Et en politique? Non. Une salope. Pourquoi? Tu sais qui je suis? Non mais tu sais vraiment qui je suis et tu veux pas coucher avec moi? Casse-toi, salope. C'est l'inverse. Les mecs sont tellement habitués que tout le monde tombe à leurs genoux que le jour où il y en a une qui tombe pas à ses genoux, ça devient une salope. Les critères s'inversent complètement. Et ça c'est grave parce qu'ils s'en rendent même pas compte. Donc quelqu'un qui résiste, c'est pas normal. Quelqu'un qui dit plus comme toi, c'est pas normal. Je dis souvent que beaucoup d'élus, etc., sont très tolérants, à condition que tout le monde soit d'accord avec eux. Oui, parce qu'en plus, ces élus, des fois, quand même, il y en a certains qui ont des comportements, on va dire, plus que douteux, ils sont protégés par les autres, c'est ça? Pourquoi ils protègent? Parce que tout le monde y trouve son intérêt. Tout le monde y trouve son petit intérêt. Donc entre trouver ton petit intérêt et fermer les yeux, et ne pas avoir d'intérêt et les ouvrir, les gens ont vite fait le choix. Malheureusement, on n'est pas forcément dans un peuple, dans un endroit de peuple courageux. Moi, je me souviens des derniers conseils municipaux que j'ai faits à la mairie d'Évry. Quand Manuel ouvrait la bouche, ou quand son adjoint ouvrait la bouche, on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde avait peur de dire quelque chose et de subir le courroux du chef. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On voit que sa façon de faire, la façon de régner de Manuel Valls. Mais c'est pas le plus mauvais. C'est pas le plus mauvais. J'ai connu pire. Ouais. Parce que tu cites beaucoup de gens. Alors,
Tu nous cites. Je les ai pas tous mis. T'en as pas tous mis, mais non, mon éditeur a coupé. J'avais encore au moins 20 pages sur l'introduction et le bouquin aurait été trop cher, donc je voulais pas qu'il dépasse 20 €. Donc on a été obligé de couper quelques pages. Mais j'en ai connu beaucoup plus que ce qui a marqué là-dedans. D'accord, oui, parce que tu parles de Mélenchon. Ouais, Ménuche, je l'ai encore vu avant-hier hier. D'accord. Ménuche. Lui, lui, c'est t'as un costard quand même. Je dis c'est pas très tendre avec. Non, je suis pas tendre avec lui parce que c'est pas un personnage tendre et il a des qualités, mais il a aussi énormément de défauts. Quoi. Je l'ai vu avant-hier, il était hyper arrogant. Et c'est insupportable les mecs qui sont arrogants. De quel droit ils sont au-dessus de nous ces gens-là? De quel droit ils se prennent pour un dieu? De quel droit à partir du moment où ils pensent que leur parole est divine et qu'ils refusent d'écouter les autres? Ça va quoi. Voilà. Oui, parce que, alors, oui, ça c'est marrant, d'ailleurs, dans le livre, tu dis, il y a les élus, mais il y a les réélus. Oui. Tu dis, cela, c'est encore... C'est clair, j'ai toujours qu'un élu n'est pas responsable et un réélu est innocent. C'est dans le code formule, ouais. Donc c'est clair, les mecs, dès qu'ils sont élus, ils sont plus coupables, et dès qu'ils sont réélus, ils sont innocents. Ça aussi, ça suffit, quoi. Être élu, c'est pas... Le problème contre tous ces gens-là, c'est que ils estiment qu'ils sont propriétaires de leur mandat. Et ils ont complètement oublié qu'on ne doit être que locataire. Et quand on est locataire, c'est pas la même chose que quand on est propriétaire. Et ces gens-là s'estiment propriétaires. La preuve, c'est que moi, j'estime même vraiment qu'aujourd'hui, on revient à un système féodal. Comment on dit? On parle de fief. Ouais, on parle de fief, tout à fait. De portefeuille. Ouais. Je suis aux affaires. J'ai mis ma famille. C'est quoi ça? J'ai plein d'endroits, et je n'ai pas encore fait le tour de France, etc., où maintenant, les fiefs politiques, c'est des familles. Le fils, le père, la mère, le gendre, le machin. C'est quoi ça? C'est pas un truc féodal, ça, où il y avait les seigneurs et les serfs? Eh bien, malheureusement, on revient à ce système-là au XXIe siècle. Sauf que ce sera un peu les nouveaux seigneurs, un peu. Ah bah oui, mais c'est des seigneurs quand même. Les seigneurs quand même, oui, parce que... Ils ont le droit de cuissage. Oui, c'est ça, il y a certains... Ils ont le pognon, ils ont le pouvoir, c'est eux qui prennent les décisions. Oui, on peut parler de seigneurs. Mais on est bien d'accord. Oui, tout à fait. C'était bien comme avant. Parce qu'en plus, alors, ils sont... Évidemment, c'est ce qui est assez, assez incroyable. Il y a une profession, moi, qui m'a interpellé quand même, c'est les préfets hors cadre. Ah oui, ça on en a parlé il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, c'est alors là aussi, faut que tu saches que dans chaque ministère, il y a le même système. Hein. Ça s'appelle pas préfet hors cadre, mais c'est un autre nom, c'est inspecteur machin, etc., Il y en a plein d'autres. D'accord. Donc il y a plein d'autres. C'est pareil. Et c'est le même principe, quoi. C'est le même principe. Les mecs, ils sont nommés, mais ils bossent jamais. Voilà, parce que, alors, pour expliquer aux gens ce qu'est un préfet hors cadre, parce que moi, je suis comme tout le monde, je pensais qu'il y avait des préfets, qu'ils étaient nommés par le président et le ministère de l'Intérieur, qu'ensemble ils disaient, ben voilà, il y a un mec qui s'appelle un préfet qui dirige un département. Non. Eh ben non, il y a des préfets hors cadre, donc qui sont nommés pour des missions. Des missions hypothétiques. Hypothétiques, pour le bien-être des libellules. Ouais, le bien-être des libellules, la couleur rose dans le calcaire, dans les roches de grès du enfin, et la particularité d'un préfet hors cadre, il a plein d'avantages d'ailleurs, c'est que déjà, s'il n'a pas de boulot, c'est 6 000 € net par mois. 6 000 € net par mois, voilà, déjà. Dès qu'il a un boulot, qu'il est élu quelque part, on lui verse plus son salaire de préfet. Mais on lui verse un salaire qui correspond à ses cotisations de retraite. Est-ce que je suis clair? Donc, ça veut dire que s'il est préfet pendant 20 ans, il cotise boulot ou pas boulot, bosser ou pas bosser, il cotise et il paye, et il a ses cotisations de retraite. Donc il arrive à l'âge de la retraite, qu'il ait bossé une seule fois ou qu'il n'ait pas bossé, il touche 4 500 € de retraite nette. Plus ses autres retraites, puisque là aussi c'est cumulable. Puisque les retraites sont cumulables. Ouais. Et moi je connais des préfets hors cadre qui n'ont jamais exercé leur profession de préfet, comme M. Hortefeux par exemple. Il a été nommé préfet hors cadre, je ne sais plus quelle année, il n'a jamais été préfet. Par contre, il a cotisé toute sa vie, il a touché un salaire toute sa vie qui correspond à ses cotisations retraite. Donc quand M. Hortefeux va prendre ses retraites de député, de je ne sais plus quoi, de ministre, etc., en plus, il aura sa retraite de préfet hors cadre. C'est un bonheur, préfet hors cadre. Mais il y a la même chose dans tous les ministères. Il y a l'inspecteur divisionnaire, je ne sais pas quoi, l'éducation nationale, voilà, il y a ça. C'est des mecs qui foutent rien. Ouais, c'est un peu des postes, alors, parce que la hantise,
de l'élu, c'est aussi de ne pas être élu. Ouais. Donc il faut qu'il ait un parachute. Il y en a un que je peux en parler, il s'est suicidé il n'y a pas longtemps. C'est le maire de Tours, Germain, je crois, de mémoire, qui s'est suicidé pour faire des mariages avec les Chinoises, etc. Oui. Celui-là, il était inspecteur de je ne sais plus où, il a pris, il s'est arrêté, il n'a jamais été à l'éducation. Je ne sais plus si à l'éducation nationale ou autre, il n'a jamais rempli son rôle d'inspecteur. Jamais. Par contre, il a touché sa retraite. En plus de sa paye, de son indemnité de maire, voilà. Parce que c'est ça, oui, voilà. Ces petits cumuls, parce que ça paraît pas, mais quand on cumule... Ah ben un petit cumul, ça fait un gros ça cumul. Fait, voilà, c'est ça, c'est conseiller par-ci, donc conseiller régional, puis après il y a aussi toutes les nouvelles strates administratives du type, un peu comme nous aussi, on a la pleine commune, c'est les communautés d'agglomération. Voilà, donc c'est pareil, on occupe un siège, donc encore salaire, etc. Puis on cumule, et finalement de petit cumul en petit cumul, comme on dit, les petits ah non, mais c'est un bonheur. Petites rivières font les grands fleuves, mais là ça devient c'est un bonheur, et je précise encore une fois que ce ne sont pas tous les élus de France. Oui, ils ne sont pas tous les élus. D'accord, il y a 618 000 élus en France, il n'y en a pas 618 000 qui magouillent, hein. C'est pas ce nombre-là, mais il y en a vraiment plus qu'on ne le dit, moins qu'on ne le dit, mais plus qu'on ne le sait. À réfléchir. Parce que aussi, alors oui, chômage des députés, un député peut être au chômage et continuer à toucher. Parce que ça paraît complètement fou. C'est un bonheur, ça. Personne n'arrive à comprendre ça. Un député, il peut être député au chômage et toucher son indemnité. Ben non, puisque le salaire, entre guillemets, ce que touche un député ou un maire, etc., ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Donc c'est pas considéré comme un salaire. Donc si c'est pas considéré comme un salaire, il a droit au chômage. Voilà. Et il y a des élus qui se sont bien empressés de le faire jusqu'à ce qu'on le sache et qu'ils fassent semblant de rembourser. Mais oui. Mais non, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc les mecs, ils touchaient en plus sur des boulots qu'ils avaient d'avant. Donc exemple, moi je suis chef d'entreprise, je ne suis pas des chefs d'entreprise, c'est pas un bon exemple. Je suis cadre supérieur, je touche 5 000 € par mois. J'ai droit à une connerie, je ne sais pas comment c'est les chiffres, à 3 000 € de chômage. Je deviens maire entre le moment. Je touche donc mes 4 000 € d'indemnité de maire, plus mes 3 000 € de chômage. C'est ce qu'a fait le maire de Bobigny, dans le 93. Ouais, le maire de Bobigny, oui. Tu en parles. C'est ça, hein. C'est le patron de l'UDI. Ouais, c'est ça, voilà. Hein, le donneur de leçons. Ouais. Donc, oui, parce que souvent aussi, alors c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais justement de seigneurie, qu'on était revenu à l'époque féodale. Et ce que je constate, c'est vrai que beaucoup font travailler leur famille, leur femme. Oui, alors ça, c'est le bon plan. C'est-à-dire, je suis sénateur, maire, alors je fais travailler ma femme en tant qu'attaché, machin parlementaire. À une époque, on avait fait les comptes, il y avait 80% des sénateurs qui faisaient travailler quelqu'un de leur famille. 80%. Bah, c'est un bonheur. C'est un bonheur. À un tel point qu'à l'Assemblée nationale, ils sont obligés de passer une loi. Donc c'est des enveloppes, hein, c'est 9 000 € par mois, etc., etc. Ils ont été obligés de passer une loi que quand tu employais quelqu'un de ta famille, tu ne pouvais pas lui donner plus de 4 000 € par mois. Parce qu'avant, qu'on le sache vraiment, il y a des mecs qui n'hésitaient pas à filer les 9 000 € à leur femme. Comme ça, les mecs, quoi. Je prends mon salaire, ma femme, elle est payée aussi. C'est un bonheur. Mon indemnité, non, c'est en plus de l'indemnité. En plus de l'indemnité, oui, en plus de l'indemnité. En plus de l'indemnité. Ouais. En plus de l'indemnité. Donc, et en plus des droits, parce que aussi, visiblement, un député aussi voyage gratuitement. C'est compliqué, un député peut voyager gratuitement, il a des tas d'avantages sur le train, sur la SNCF. Sur les avions. Ils ont même j'ai pris des photos, des bornes spéciales où ils n'ont pas besoin de faire la queue. Voilà, ouais. Pour pouvoir aller acheter leur ticket, etc., de train. Puis des réservations aussi qui sont prioritaires. Ils sont prioritaires pour tout. Partout, hein, c'est ça, la SNCF. C'est-à-dire même le train, il est plein, par contre, le député, il va partir. Ce qui est complètement fou, hein. Puisque, en plus, c'est jamais eux qui font la queue, c'est leur assistant. Voilà, donc, mais ils ont quand même un guichet spécial pour eux. Mais c'est incroyable, quoi. Bah oui, mais c'est nous qui les élisons. C'est nous qui les élisons, ils font ce qu'ils veulent. Non, parce que les avantages comme ça... On s'en doutait, mais je savais pas que ça prenait une telle importance, quoi. Voilà, donc on a vu les prêts.
il y a quand même certains chiffres, moi, qui m'ont choqué. Il y a des députés qui peuvent toucher jusqu'à 300, 800 000 euros par an. C'est faramineux, on croit un salaire. Il y a une dizaine, ouais. C'est des salaires. Il y a une dizaine, il dépasse le million d'euros. Le million d'euros. Ouais. Quand on compte tout ce qui touche. C'est un bonheur. Ce qui veut dire que normalement, si jamais c'était des types sains, leur indemnité de député devrait la laisser. La donner aux pauvres. Ou au resto du cœur. Bah, ils ont tellement d'argent. Quand tu gagnes 1 million d'euros par an, ou 1 million d'euros, même il y en a qui sont pas loin de 800 000 euros, comme Dassault, etc. Ils pourraient quand même donner leur indemnité, ils en ont pas besoin. Ils la prennent, mais c'est parce que ça fait... souvent aussi, les petits cumulards, ils n'abandonnent pas leur poste parce que c'est quoi? C'est souvent un parachute, c'est ça, une espèce de sortie de secours. C'est-à-dire que, bon, je suis là, mais bon, on sait jamais, demain, je peux bouger. C'est pour ça qu'ils cumulent, parce qu'ils veulent rester dans la course. Donc, ils prennent plusieurs mandats, parce que ça, s'ils sont plus élus sur un mandat, ils peuvent en avoir un autre. Je voudrais revenir quand même sur le chômage tout à l'heure, parce qu'il y a un truc que j'ai découvert comme important. Il n'y a pas longtemps, je pense que en 2015, ils ont passé une loi en disant que les élus qui étaient plus élus avaient droit à pas une pension, une allocation de conversion et de reversion, etc., qui peut aller jusqu'à 3 ans. Mais ce que j'ai découvert et que personne ne s'est rendu compte, c'est que cette indemnité de reconversion, qu'on dit, est valable même pour ceux qui ne se représentent pas. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont annoncé que c'était pour les gens qui étaient battus. Donc à la limite, je veux bien le concevoir, t'es battu, t'as pas eu le temps de préparer, le temps de te retomber sur tes pieds, de retrouver un boulot. Pourquoi pas? Mais cette indemnité est aussi versée aux élus qui ne se représentent pas. Ouais, je vois dans tes yeux l'interrogation. Ça veut dire que je me représente pas. C'est pas grave, t'inquiète, pendant 3 ans, tu vas toucher ton argent. C'est ça. C'est ce que je me dis. Il y a un malaise parce que toi, quand tu démissionnes de ton boulot. On ne dit pas, t'inquiète pas, pendant 3 ans. Non, quand tu démissionnes, t'as le droit à rien. T'as le droit à rien du tout. Non, mais c'est ça. Et eux, ils démissionnent, puisque quand tu te représentes pas, ça veut dire que je démissionne. Et bien, eux, ils ont droit. Ça, c'est pas normal. Et j'ai des petits détails comme ça, dans mon livre, je vous rappelle, Pire d'État, il y en a plein. C'est ça, mais c'est ça, sur le, comment dire, c'est tous ces petits détails qui font que le citoyen, lui, il est contraint, alors que l'élu, lui, il est absous. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui fait les lois. Pourquoi je gênerais? Puisqu'il n'y a pas de contrôle et que les citoyens n'ont pas mis en place les contrôles qu'il fallait, parce que j'en veux aussi citoyens. Une fois que j'ai voté pour un élu, je ne m'occupe plus de ce qu'il fait, je ne regarde pas, etc. C'est d'une logique absolue qu'il y a des mecs qui de plus en plus mettent les doigts dans la confiture. Oui, parce que est-ce que justement les gens aussi, il n'y a pas un côté un peu, ils suivent leur instinct grégaire quand ils vont voter, parce que j'ai envie de dire, allez, on met je sais pas, par exemple, tiens, dans le 7e, même une chèvre, du moment qu'elle est marquée UMP, tout le monde doit voter pour elle, quoi, parce que... c'est ça, en fait, c'est pas si simple que ça, mais bon. Ça peut être ça. Il y a des gens obtus, et comme de toute manière, il y a de moins en moins de gens qui vont voter, c'est de plus en plus simple à réunir une petite clientèle pour être élu à vie. D'ailleurs, le chiffre, toi tu en parles de l'abstention, parce que c'est un chiffre aussi pour comprendre la réalité, parce que en théorie, dans une élection, imaginons une ville ici, là, comme sur Épinay-sur-Seine, si personne ne va voter, il suffit qu'il y ait une personne qui aille voter, et le vote sera bon. Oui, à 100%. Sera validé. Il aura droit à 100% des voix. Et il aura le droit à 100% des voix. En fait, il n'y a pas de minimum à rien. C'est pour ça que j'ai vu qu'à un moment donné, je crois que c'est en Seine-Saint-Denis, il y a quelques années, il y a un mec qui a été élu à 90% des suffrages, avec 10% de votants. Mais la presse, surtout, l'a annoncé, 90% de vote, de voix. De voix. Ça aussi, c'est des systèmes qu'il faut qu'on change. Oui, parce que c'est complètement... Parce que ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, il y a des endroits où il y a 80% de gens qui vont plus voter. Ça suffit. Ça voudrait dire que, tu nous dis, des fois, il y a des élus, en fait, ils sont élus avec 1 Français sur 10. C'est ça. Donc ça fait peur comme ça. Aux dernières élections municipales, les 30 plus grandes villes de France ont été élues avec 2, voire maximum 3 personnes sur 10. Évry, la ville où j'ai été maire adjoint, la municipalité a été élue avec 1,9 électeurs sur 10. Moins de 2 électeurs sur 10. Ces gens-là sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une désaffection totale. Mais c'est normal. Tout est fait pour que les gens n'aillent pas voter. Tout est fait pour que les gens en aient marre.
Donc les gens. D'ailleurs, toi, t'es pour le vote obligatoire? Ah, oui. Ça, ouais. Enfin, façon belge un peu. Alors, je suis pour le vote obligatoire en semaine sur les heures de travail. Ouais. Pas le dimanche. Hein. C'est pas une bonne idée le dimanche le vote. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle une gangrène. La gangrène de l'abstention. Or, quelle est la meilleure façon de soigner la gangrène, et il n'y en a pas d'autre? C'est d'utiliser une méthode radicale, c'est-à-dire couper le bras. C'est la seule façon que tu as d'arrêter que la gangrène monte. Donc aujourd'hui, avec 80% d'abstention, on n'a pas d'autre choix que de mettre le vote obligatoire. Ça, c'est le premier élément d'explication. Le deuxième élément d'explication, c'est que si tu mets le vote obligatoire, tu ne laisses plus aucune place à l'abstention. Est-ce que je suis clair? Si tu ne laisses plus aucune place à l'abstention, tu es obligé de tenir compte du vote blanc. Tu es obligé, puisqu'il n'y a pas d'autre système pour dire non, j'en veux pas. Et si tu tiens compte obligatoirement du vote blanc, tu es obligé de le tenir compte en pourcentage. Donc si tu mets des pourcentages en vote blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre d'un vote obligatoire, si jamais les deux candidats en place ne te plaisent pas, et qu'il y a, j'ai une bêtise, 25% de vote blanc, les deux candidats dégagent. Ce qu'on ne peut pas faire, si on laisse une place à l'abstention, on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, on en est à un stade où le mec de gauche peut nous faire chier, le mec de droite peut nous emmerder, les chemises brunes, ça nous plaît pas, et les chemises rouges, on a déjà donné. Donc on n'a pas envie de voter pour les 4 candidats en place. La seule façon qu'on a de dire je n'en veux pas, c'est de s'abstenir. Mais comme tu t'abstiens, ça vaut rien. Ouais, ça vaut Par rien. contre, le fait de t'abstenir, ça arrange les 4 candidats. Parce qu'il ne leur reste plus beaucoup de monde pour être élu. Donc la seule façon d'éradiquer ça et d'arriver à refaire quelque chose d'un peu plus correct, même si éthiquement ça a l'air d'être gênant, etc., c'est le vote obligatoire. En semaine, pendant les heures de travail. On supprime l'abstention et on met un pourcentage sur le vote blanc qui nous permet de dégager tous les candidats s'ils ne nous plaisent pas. Il n'y a pas d'autre système. Et en cas de vote blanc majoritaire, on va dire là, à ce moment-là, on refait l'élection. C'est ce que je suis en train de te dire. Ah non, c'est ça. C'est obligé, il n'y a plus d'abstention. Donc tu es obligé de faire quelque chose avec les votes blancs. Donc tu es obligé de les tenir compte dans les pourcentages. Et les mecs, en plus, à partir du moment où tu as un vote obligatoire, ils sont plus élus avec 90% ou 10% d'électeurs. Ouais. Donc là, ça change. Pour que les mecs soient élus, il faut qu'ils fassent vraiment du terrain, qu'ils savent ce qu'ils disent la vérité, etc. Parce qu'ils n'auront pas beaucoup de votants. S'ils n'ont pas beaucoup de votants, on pourra dire, attends, tu as été élu avec 35% de tous les votants. La seule façon d'arriver à ça, c'est le vote obligatoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je dis toujours, ça ne suffit pas, le vote obligatoire. Il faut aussi exiger, je le dis depuis 3 ans un peu partout, un casier judiciaire vierge pour être élu ou réélu. Parce que, chose que certains doivent peut-être ignorer, mais pour être élu, pas besoin d'avoir un casier. Non. En fait, tu nous dis le paradoxe, c'est qu'un pompier, un fonctionnaire... 396 métiers. Voilà, 396 métiers. On exige d'avoir un casier judiciaire vierge. On te vire si jamais tu es condamné. Voilà, mais pendant pas ton élu. travail. Pas élu, non. Pas élu. Donc ça, il faut arrêter aussi. Tu me parles d'une élue qui va voter avec un bracelet électronique. Ouais. Tu me parles de... Ok. Je te parle d'élu, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Il a été condamné 8 fois avant d'être élu. Et pendant qu'il est élu, il a été condamné 2 fois. Il est toujours élu. Il est toujours élu. Donc ça aussi, il faut arrêter. Ce que tu n'accordes pas aux salariés, pourquoi on l'accorderait aux élus? Donc vote obligatoire et casier judiciaire vierge, même si c'est pas la panacée, même si c'est pas, on en dégage. Il y a des gens qui me disent aussi, oui, mais ne pas aller voter, c'est ma liberté. Ok. Mais aller voter, c'est la citoyenneté. Tu peux pas dire que tu veux une société qui est gérée par l'ensemble des gens sans quelque part y participer. Et c'est pour ça que je dis qu'avec le vote obligatoire, si tu veux pas y participer, tu as la possibilité de voter blanc. Dans le cadre d'un vote obligatoire. Sinon, l'abstention, ça ne veut rien dire. Tant qu'on ne se débarrasse pas de l'abstention... Ça les arrange, l'abstention. Mais ça arrange les élus, en plus. Ça les arrange. C'est-à-dire, moins il y en a qui vont s'exprimer, plus ils ont de chances de pérenniser. Si on supprime l'abstention par le vote obligatoire, ils sont mal, les mecs. Ils sont mal, les élus. Ils vont être obligés d'être un peu plus moralisateurs, d'être un peu plus moral. C'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre. On peut m'expliquer tout ce qu'on veut. Et les gens qui militent pour qu'on continue à avoir un vote non obligatoire, en général, ils sont poussés par les élus. Non, parce que l'abstention, c'est vraiment, et ça aussi, voilà, on le comprend bien, quelque chose qui les arrange, parce que dans le calcul... Vous êtes sympa, je vais vous donner un autre scoop. C'est dans mon prochain livre, là, qui s'appelle « Du goudron et des plumes, délit d'élu, tome 2 ». J'ai fait le calcul sur les dernières élections
régionales. D'accord? Là. Qui sont passées au mois de décembre, là, c'est pas loin. Vous savez quel score là, tous les élus ont été élus? Non. Réel, hein? Le score réel. Allez, devinez. J'ai pas dit, allez, 20, 30%. Même pas. En dessous. Oh, 25%. Non, en dessous, 20%. 15%. 10%. 7%. 6%. 4%. En dessous, 3%. 3,8%. C'est-à-dire qu'il y a 3,8% des gens qui sont votés. Je vais m'expliquer. Hein. Les conseillers régionaux, aujourd'hui, ont été élus avec 3,8% des voix. 3,8% des voix. Mon père, ma mère et le type à qui j'ai trouvé du travail. Je m'explique. Pour être conseiller régional, c'est des listes, d'accord, à la proportionnelle. Ouais. Il y a eu environ, je schématise, hein, qu'on se met d'accord, 60% d'abstention. D'accord? Donc il reste 40% de votants. D'accord? Sur ces 40% de votants, pour trouver les exprimés, on retire les blancs et les nuls. En hypothèse basse, je mets 2% de blancs et de nuls. 40% moins 2%, ça fait 38%. D'accord? Or, dans la loi, pour être au deuxième tour, il faut avoir fait 10% des exprimés. 10% des exprimés. Donc 38% de 10%, ça fait combien? 3,8. Ça fait 3,8, c'est ça. Or, ce que personne ne comprend, c'est que nous sommes donc dans une élection à la proportionnelle. D'accord? Donc les 7 ou 8 premiers de chaque liste, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, ils sont sûrs d'être élus quand ils sont au deuxième tour. D'accord? Donc, pour être élu sûr dans les 6 ou 7 premiers, majorité ou opposition au conseil régional, il faut donc avoir fait 3,8% des voix au premier tour. C'est QFD. Comme ça, voilà, tout le monde. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on se partage les places, quoi. Donc, mais est-ce que 3,8% c'est représentatif de la population? Et ça, c'est un chiffre imparable. 10% des exprimés pour être au deuxième tour. Les 6 ou 7 premiers de liste, de l'opposition ou de la majorité, à partir du moment où ils passent le rang du premier tour, ils sont élus. Voilà. 2 500 € par mois pendant 6 ans. Ah oui, c'est ce que touche un conseiller. Plus les avantages. Oui, d'ailleurs, les conseillers régionaux, à ce propos, puisqu'on nous a un grand renfort médiatique expliqué qu'il y aurait simplification, etc. Et tu nous dis, ben non, il y a exactement le même nombre de conseillers. Alors, c'est pas des simplifications, on nous a baratiné en disant que ça allait faire des économies. Des économies, oui, bien sûr, j'ai parlé de simplification, mais c'est si on passait de 22 régions à 13 régions, ouais. C'est que c'était trop, c'était compliqué, c'était un gros millefeuille, il fallait qu'on regroupe, qu'on mutualise les services, etc. Ok. Discours balancé au peuple, manipulation populaire, les gens commencent à y croire. Et un matin, à 2h du matin, un député qui se trouve être le suppléant de Manuel Valls, Carlos da Silva, que je connais bien aussi, qui était donc le rapporteur de cette fusion des régions, a fait voter un amendement comme quoi il y aurait exactement le même nombre d'élus qu'il y ait 22 régions ou 13 régions. Et moi, je sais ce que ça veut dire s'il y a le même nombre d'élus. Ça veut dire le même nombre de voitures, le même nombre d'assistants, le même nombre de bureaux, le même nombre d'argent qu'on donne aux groupes, le même nombre de téléphones qu'on donne aux élus, le même nombre d'internet qu'on donne aux élus. Donc les économies sont pour qui? Pour le personnel et pour le peuple. Mais sûrement pas pour les élus. Puisque moi j'ai du mal à comprendre qu'en passant de 22 régions à 13 régions, on aime le même nombre d'élus. Et bien c'est ce qui s'est passé aux élections régionales. Deuxième truc où ils nous ont baisés, c'est que, excusez-moi, je suis désolé, c'est que, ok, ils nous ont niqué sur le nombre d'élus, mais on devait quand même faire des économies. D'accord? Premier vote de machin, la plupart des élus s'augmentent. La plupart des élus augmentent leurs indemnités. Donc non seulement ils nous ont baisés sur le nombre, mais en plus ils se sont augmentés leurs indemnités la première. Il faut qu'ils arrêtent de se foutre de leur gueule.
C'est-à-dire que la première mesure qu'ils ont prise, un peu comme... C'est s'augmenter. C'est s'augmenter. Comme Sarko, quand il avait été président. C'est s'augmenter. C'est s'augmenter. Alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, hein, parce qu'on nous a balancé, oui, mais c'est parce qu'on a augmenté le nombre... Bah oui, parce qu'ils ont augmenté le nombre d'habitants par région. Ouais. Tu me suis? Donc à partir où ils augmentent le nombre d'habitants par région, leur tranche d'indemnité augmente. D'accord. Mais, comme je dis, et ça, c'est une vérité, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ouais. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 présidents de région qui ne l'ont pas fait. D'accord. Qui dit, moi, je refuse d'augmenter les indemnités. Oui, parce que Xavier Bertrand, lui, c'est ça. Voilà, il avait fait aussi, comment dire, il n'avait pas arrêté de dire, oui, j'abandonne tous mes anciens mandats, je ne me consacrerai qu'à ça. Ça, c'est ce qu'il a dit, mais en fin de compte, j'ai appris qu'il touchait quand même sa solde de base. D'accord. Il y a toujours une petite magouille, c'est jamais clair à chaque fois. C'est des effets d'annonce, beaucoup. C'est uniquement des effets d'annonce. D'ailleurs, on est beaucoup maintenant que dans l'effet d'annonce. C'est ça concernant, par exemple, aussi, j'avais noté certaines affaires, par exemple, qu'on défrayait la chronique, un peu Claude Guéant, parce que Claude Guéant, il a été condamné en première instance, ce qui était assez rarissime, fait remarquable, j'ai envie de dire. Et alors, pourquoi il a été condamné? Parce que pour cette affaire, en fait, c'est un peu ce que tu dénonces, c'est-à-dire il touchait quoi, de l'argent, mais qu'il aurait dû déclarer, en fait, il le déclarait pas. Attends, tu parles de laquelle affaire? Claude Guéant. Oui, mais il y en a pas mal d'affaires au cul. Ah d'accord, bah, l'affaire avec où il a essayé de dire qu'il y avait un tableau, voilà, parce qu'on a retrouvé... Ah, les 500 000 euros. Voilà, on a retrouvé de l'argent. Oui, quand il a payé les tableaux, ces 2 petits tableaux de 500 000 euros, ça, oui, c'est de l'argent qui, soi-disant, devait servir à... j'ai pas le détail exactement d'où venait cet argent et je fais gaffe parce que je veux pas qu'il me fasse un procès derrière. Tout ce que je peux dire par rapport à ça, l'affaire des Guéant, c'est un truc qui m'inquiète beaucoup. C'est par exemple Tracfin. Toi demain, moi, je dépose 15 000 euros que j'ai gagné au loto ou que mon frère m'a donné ou que mon grand-père avait sous son matelas et qui m'a donné. Je le pose à la banque. Dans l'heure qui suit, la banque a ordre de déclarer à Tracfin qu'il y a une susceptibilité de trafic, d'argent, etc. Et donc on fait un contrôle sur moi, etc. Dans l'affaire de Guéant, la banque n'a déclaré à Tracfin l'arrivée des 500 000 euros sur son compte, et on parle plus de 15 000, on parle de 500 000, que 5 ans après, quand le premier article est paru dans la presse. Ça, moi je l'ai mauvaise. Comment ça se fait qu'en fonction du client, une loi qui dit qu'il est là pour lutter contre le trafic d'argent illicite, contre le trafic de stupéfiants, etc., pourquoi une loi qui est valable encore pour nous ne l'a pas été pour Guéant? Et ça, j'en veux à la banque pour ça. Parce qu'en fin de compte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu es puissant, encore une fois, on prend des gants avec toi. Si tu es pauvre, on prend aucun gant avec toi. Et ça commence vraiment à être gonflant. Ça va être gonflant parce qu'en plus, ils ont un discours inverse, en disant « je m'occupe des petits ». Et dans la réalité des faits, moi je dis toujours, un élu, ça paye rien. Alors que ça devrait payer. Comment ça se fait que l'Assemblée nationale, le restaurant national qui a une assemblée 3 ou 4 étoiles, les mecs ils doivent payer 7 € le repas? Oui, c'est ça, oui, c'est un prix imbattable. Non mais c'est une folie. Ouais. C'est une folie. Pourquoi le coiffeur est quasiment gratos? Je veux qu'on m'explique, moi. Alors que c'est des gens qui touchent suffisamment d'argent pour le payer. Donc à quoi ça sert? Encore avantage, quoi. Ils payent rien. Ils payent pas leur téléphone, ils payent pas leur rien. Moi, quand j'étais conseiller régional, mon téléphone, je le payais pas, mon internet, je le payais pas. Ils avaient même fait un branchement internet chez moi. J'en ai profité, j'ai rien dit, j'ai pas abusé. Mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Faut arrêter. Oui, parce que certains, on va dire, eux, ils en abusent clairement. Voilà. Les voitures, les chauffeurs. Ah, mais c'est une folie. C'est quand même des trains de vie. Il y en a certains. D'ailleurs, Mitterrand n'a jamais eu son permis de conduire. Hein. Oui, ça ne servait à plus rien, quoi. Quand tu vas avoir ton permis de conduire, de bien, j'ai un chauffeur toute ma vie. Ouais, c'est ça. Et il y en a un paquet qui n'ont pas leur permis de conduire. Je crois que Jean-Vincent Placé, il n'a pas son permis de conduire. Ah oui, puis lui aussi, tu l'as connu il y a très longtemps. Je l'ai plus que connu, lui. Ouais. Je l'ai plus que connu. Donc voilà, pourquoi tu veux que ces gens-là, ils aient un permis de conduire? Ils ont une voiture toute leur vie. Donc en fin de compte, ils n'ont pas de permis. Et il y en a un paquet qui n'ont pas de permis. Pas croire. Donc posons-nous la question, pourquoi? Parce que la première chose d'un gosse, le tien, le mien, tout ça, j'arrive à 18 ans, qu'est-ce que je fais? Je passe mon permis. Ouais, bah oui, puis t'en as besoin un petit peu plein. Pour être autonome, pour chercher du boulot, pour me déplacer. Si j'ai pas mon permis quand je vais chercher un boulot, pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas le permis? Et un paquet. Parce qu'ils n'ont jamais eu besoin
dans leur vie quotidienne, d'avoir une voiture. Parce qu'ils avaient une voiture à disposition. Parce qu'ils avaient une voiture à disposition. Dès qu'ils voulaient. C'est aussi ça. Ou des frais de remboursement de taxi. Ou des frais de remboursement de taxi, ouais. Et ben on va faire une petite pause, c'est l'heure de la pause, la régie, elle est prête je crois. Non, je vois rien en fait. Ah oui c'est bon, ok, super, ah, bah, on va faire la pause, et puis on revient juste après, il y a des petits soucis sur le chat, j'arrive pas à me connecter, mais bon on va voir ça après. Alors la régie, la régie elle est prête, à vous la régie.